Bonjour et bienvenue au podcast Connexion Primordiale dans la série En balade avec Paul. Je voudrais vous parler aujourd'hui de posture. Comment en IMP on voit la posture? Évidemment, nous ne sommes pas kinésithérapeutes, on n'est pas podologue, posturologue, on n'est pas des thérapeutes corporels. On peut se dire que la posture, c'est quelque chose qui serait réservé à des professionnels où il y a différentes approches corporelles qui travaillent fort sur la posture. Je pense, je sais pas, au Feldenkrais ou au Pilates. Il y a tout un tas de méthodes, d'approches, de techniques qui se proposent de travailler sur la posture. Où on sait qu'en pratiquant ces choses-là, ça va améliorer notre posture. Alors comment nous, en IMP, on se positionne par rapport à cette notion de posture? Et sous-entendu, est-ce que la pratique des mouvements de l'IMP peut améliorer les choses à ce niveau-là? Justement, la première chose que je trouve la plus intéressante à dire à ce sujet, c'est que la posture, le fait de se tenir debout, ou le fait de rester correctement aligné quand on est en mouvement, quand on bouge, la posture, c'est 100% réflexe. Ce n'est pas quelque chose de volontaire. On s'inscrit totalement en faux avec des pratiques qui disent « tiens-toi droit, rentre le ventre, mets tes pieds parallèles, fais ceci, fais cela ». Puisque évidemment ça c'est valable tant que je suis concentré sur cet aspect-là, et puis dès que je vais me faire autre chose, ça va disparaître. Je vais plus être là. Et si je suis à l'école et qu'on me dit tu dois te tenir droit, rentrer le menton, faire ceci, faire cela, mettre tes pieds comme ci, mettre tes mains comme ça, soit je me suis concentré sur ces indications-là, soit sur ce que tu es en train de dire, ou je dois me concentrer sur mes choses scolaires. Donc c'est l'un ou l'autre. Mon cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois. Le multitâche n'existe pas. Donc, si tu me dis de me concentrer sur la posture, ça ne va pas être possible de me concentrer sur le contenu de ce qui se passe en classe. Donc la posture, c'est 100% réflexe. Alors évidemment, on aimerait bien croire que la posture, c'est un truc dans la tête et qu'il suffit de décider de se tenir correctement et puis on va avoir une belle posture. On pourrait aussi imaginer, je décide d'avoir plein de muscles et je suis bien costaud. Je décide d'être très souple et je vais être super souple. Je décide d'être très endurant, d'être l'homme le plus rapide du monde. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas fonctionner. Il va falloir s'entraîner encore et encore et encore. Si tu veux être souple, il va falloir faire de la souplesse tous les jours. Si tu veux être fort, il va falloir t'entraîner tous les jours, très souvent. Il va falloir faire la muscu. Si tu veux être rapide, il va falloir t'entraîner, courir et nager, etc. Et si tu veux une belle posture, si tu veux améliorer les choses au niveau posture, eh bien, il va falloir pratiquer encore et encore et encore. La posture n'est que la résultante d'habitudes de vie, de mouvements que je fais, de mes émotions, bien entendu. Et on va le voir chez le bébé, la posture se construit derrière, à travers l'intégration des réflexes archaïques. Donc la posture, c'est la première chose que je veux dire, n'est pas un truc comme ça qu'on décide de bien se tenir ou de mal se tenir, ça n'a aucun sens. Donc ce n'est pas intellectuel, c'est pas mental, c'est pas un truc corticalisé, c'est pas une activation, ça me fait rire parce que les gens nous disaient ça. Eux ils font du haut niveau et nous on fait du bas niveau, et le bas niveau, c'est pas ça qui est vrai, ce qui compte c'est le haut niveau, ça n'a aucun sens. On a besoin des deux, il y a des mécanismes dans le corps qui sont de bas niveau et d'autres de haut niveau, je sais pas très bien ce que ça recoupe, hein. Je suppose que ça veut dire qu'ils sont corticalisés pour dire de haut niveau, on va y avoir de la conscience et tout, mais désolé, la posture ça marche pas comme ça. Et la plupart des activités que l'on fait dans la vie sont sous-tendues, si on veut employer ces mots, par des trucs de bas niveau. Et ce n'est que parce que cette construction, ces fondations, bien solides, qu'on va pouvoir pratiquer des choses de, entre guillemets, haut niveau. Donc l'exemple typique, c'est la lecture, l'écriture. La lecture, l'écriture, ça passe par les yeux, ça passe par le corps, ça passe par les mécanismes posturaux, par le redressement de la tête, par la capacité à bouger les yeux, par tout un tas de capacités de latéralisation, de dominance de l'œil, de la main, du pied, par le fait d'avoir développé un schéma corporel, par la respiration, par tout ça, qui se mettent en place de manière réflexe et automatique, et qui vont être renforcés par la pratique quotidienne, ou l'absence de pratique quotidienne, d'un certain nombre de choses, de mouvements, de gestuels, et de mes émotions, bien entendu.
Donc, parlons posture d'un point de vue de l'IMP. Le bébé, quand il vient au monde, est-ce qu'on peut dire qu'il a une posture? Vous savez, hein, quand on emploie le terme de manière imagée, on dit voilà, quelle est ta posture sur ce domaine? Ça veut dire quelle est ton idée? Comment tu te présentes par rapport à ce domaine? Comment tu te positionnes par rapport à nous, par rapport à cette idée, par rapport à ça? Quelle est ta position? Vous voyez, ça a une implication très forte. Quelle est ta posture? C'est comment tu es vu par le monde extérieur et comment toi, quand tu te regardes dans un miroir, comment tu te vois? Quelle est ta posture? Alors évidemment, de tout temps, on a des images de posture qu'on considère comme bonnes ou mauvaises. Alors en général, on est assez d'accord sur un certain nombre de choses, mais il y a quand même des canons, entre guillemets, de beauté qui changent. Vous le savez très bien qu'il y a des époques où c'était la minceur qui était honnie et que c'était les formes rondes, voire l'obésité qui était considérée comme un canon de beauté. Aujourd'hui, on considérerait ça de l'obésité. Et puis, pas plus tard qu'au 19e siècle. Hein. Et puis, voilà, après, il y a des formes qui sont considérées, à un moment donné, dans les années, je ne sais plus, 70 ou 80, c'était les fesses plates qui étaient bien considérées. Et puis maintenant, ça a l'air d'être dans des fesses plus rebondies. Même chose pour les abdos. Et selon les pays, dans les pays orientaux, c'est signe de bonne santé d'avoir un petit ventre rond. Alors que chez nous, il faut le ventre absolument plat. Donc il y a aussi des stéréotypes sociétaux hein, qu'il faut prendre en compte. Mais globalement, ce qu'on appelle une belle posture, c'est plutôt ce que Cathy Bowman appelle un bel alignement, qui permet de bien bouger et de bien pouvoir utiliser notre corps comme on le souhaite dans notre vie quotidienne, que l'on souhaite courir, sauter, grimper, nager, faire l'amour, jouer de la musique, etc. Que notre corps puisse fonctionner correctement, avec un bon alignement entre les os, les muscles, les tendons, les fascias, etc. Et puis que le sang puisse bien circuler, les nerfs faire leur boulot. Oui, parce que vous pouvez avoir un alignement qui va coincer le nerf sciatique, et je peux vous assurer que ce n'est pas un bon alignement. Mais globalement, donc, le bébé, quelle est sa posture à la naissance? Est-ce qu'on peut parler du fait qu'il a une posture, pas plus qu'on peut dire qu'il a une persona, une personnalité? Persona veut dire masque. Il ne présente pas encore de masque, il est tout primitif, il est tout 100% dans la vérité de ses émotions et de son ressenti. C'est des choses qu'on va apprendre à moduler. Alors sa posture n'a pas encore connu à la naissance l'effet de la gravité. Mais dès la naissance, va devoir s'applique la gravité, les contraintes gravitationnelles auxquelles le bébé doit faire face. Et dans un premier temps, évidemment, ce sont les réflexes archaïques qui vont lui permettre d'organiser son corps et d'organiser ce qu'on pourrait appeler son embryon de posture. Donc il va y avoir des réflexes qui vont lui permettre de redresser sa tête, comme le réflexe tonique labyrinthique, le réflexe asymétrique du cou, puis plus tard il y aura le landau, le réflexe de... bref, il va y avoir tout un tas de réflexes là. Et puis au niveau du dos, il va y avoir le spinal de Galant, le spinal de Pérez. Au niveau des pieds, il va y avoir le Babinski, le réflexe d'alignement plantaire. Au niveau des jambes, il va y avoir l'allongement croisé, le redressement statique, etc. Donc il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place automatiquement à la naissance. C'est-à-dire que l'être humain, il naît avec déjà des compétences pour faire face à la gravité, puisque ça fait plus de 2 millions d'années que la bipédie s'est mise en place. Et que l'évolution a prévu qu'on va marcher sur nos deux pieds. Et dès la naissance, c'est déjà pré-câblé pour la marche. Bien sûr, il va falloir passer par plein d'étapes. Et une des étapes, ça va être de se redresser, de redresser sa tête, puis de connecter ses extenseurs. Parce que le bébé, à la naissance, quand je parlais de sa posture initiale, c'est plutôt une posture dite fétale, puisqu'on s'est développé en position fétale. Donc imaginez, surtout le 3e trimestre, où on est complètement bloqué dans le bassin, le ventre, le corps de sa mère en position fétale, on est complètement coincé dans... Je dis pas que c'est mal, c'est comme ça, hein, mais on a pris ce pliage. Donc imaginez que vous passez plusieurs heures dans une même position, vous allez voir si vous relevez d'un coup et vous êtes capable de bouger comme ça rapidement. Non, il va falloir échauffer les muscles, les articulations, etc. avant de se mettre à développer ces amplitudes de mouvement. Et imaginez que maintenant que vous avez eu un plâtre pendant 1 mois, il va falloir plusieurs semaines pour récupérer ça. Le bébé, il n'a pas connu autre chose que cette position fétale. Donc il va falloir qu'il s'en déplie, qu'il développe l'expansion. Donc il était tout en flexion, il va falloir qu'il développe de l'extension. Et pour ça, il y a tout un tas de schèmes réflexes primitifs
qui vont le faire passer de la flexion à l'extension. Dans le ventre de la mère, il y avait des schèmes primitifs qui le maintenaient en flexion. C'est indispensable pour se développer correctement et pouvoir naître correctement. Donc, entre autres, le réflexe tonique labyrinthique. Et puis, progressivement, des réflexes vont apparaître qui vont donner de l'extension. Il y a un petit peu de Moro, un petit peu de RTL, cette fois-ci en extension, qui va se modifier. Il y aura du réflexe tonique symétrique du cou, il y aura du réflexe de Landau, qui va faire que progressivement, le bébé passe de tout ce qui est flexion. En gros, il va continuer à garder beaucoup de flexion pendant les 3 premiers mois après la naissance, tant qu'il est sous l'influence du Moro. Puis à 3 mois, le Moro, il disparaît, et ça laisse place, excusez-moi pour ce terme, il va s'inhiber pour laisser place justement à d'autres choses. Et puis progressivement, l'extension apparaît. Ouais, mais il va falloir qu'on passe la main à ce qu'on appelle les réflexes posturaux, qui fait que la posture, la gravité, l'équilibre, la stabilité, les réflexes de protection, etc., mais soient actifs en permanence. Ça ne doit pas s'inhiber, ça doit être actif tout le temps. Là, je suis debout en train de marcher, je ne suis pas en train de penser de comment il faut que mes genoux se tendent parfaitement quand je fais un pas et qu'en même temps mon dos est tel tonus et que tel muscle doit s'activer et que ma tête doit rester de niveau et que ma mâchoire puisse parler en même temps et respirer en même temps. Tout ça se fait de manière réflexe. J'ai aucune idée de comment il faut faire. Si on vous demande de faire un dessin et de tous les muscles qui s'activent quand tu fais un pas en avant, un pas en arrière, quand il y a la flexion, vous n'avez aucune idée de comment vous vous y prenez. Donc à 99,9999%, c'est réflexe. Moi, je ne pense qu'à ce que je vais vous dire, et encore, je ne sais même pas ce que je vais vous dire de phrases avant. Je n'ai pas de plan ni rien. Donc, vous comprenez à quel point on fonctionne fortement de manière réflexe. C'est moi qui décide combien de tours je fais, où je vais, quand je m'arrête, etc., bien entendu. Mais toute la gestuelle se fait de manière réflexe. Ma posture que je suis en train de prendre là en marchant, avec la tête dans telle position, les épaules dans telle position, le dos arqué de telle manière, les genoux fléchis ou tendus, les pieds qui font une flexion ou un peu de rotation de bassin comme ci, comme ça, mais elle se fait de manière automatique. Évidemment, si je décide tout d'un coup, attends, mets ton dos droit ou fléchi, je peux le faire, bien sûr, je peux prendre le contrôle partiellement sur certaines choses, mets tes épaules en arrière, je peux le faire. Et puis je sais que je vais faire quelques pages, si je me concentre avec vous, si je veux être présent avec vous, il faut que j'arrête de penser à tout ça, parce que je ne peux pas faire 36 000 choses à la fois. Donc le bébé, dès la naissance où il va être soumis à la gravité, il y a quelques réflexes de vie qui vont émerger. Et le plus connu, ça s'appelle l'étoile à 6 branches, ou radiation du nombril, il a plusieurs noms, ou rayonnement du nombril, où il va commencer à connecter un peu son centre et ses membres par rapport à l'action de la gravité. Donc il doit réorganiser son corps par rapport à quand il était dans le ventre de la mère et où il n'était pas soumis à la contrainte gravitationnelle. Et donc voilà, progressivement les réflexes archaïques vont s'inhiber et passer le relais, véritablement, aux réflexes de vie que je viens de citer, gravité, équilibre, stabilité, réflexe de redressement de la tête, et il y en a d'autres. Évidemment, deux choses peuvent se passer. Certains réflexes archaïques peuvent ne pas s'inhiber pour des raisons X ou Y, manque de sécurité, manque de mouvement, 1000 choses, prématurité, là, c'est trop vaste. Et en IMP, on ne va pas chercher à avoir toutes les raisons du pourquoi, du comment les réflexes ne sont pas intégrés. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, voilà ce que je constate, et qu'est-ce que je peux faire pour intégrer les choses là, aujourd'hui. Donc première chose, évidemment, s'il y a un certain nombre de réflexes qui sont responsables du redressement de la tête, du dos, des épaules, des extensions de jambes, etc., qui jouent pas correctement, n'ont pas joué correctement leur boulot, ou ne se sont pas inhibés correctement, ça va finir par devenir une gêne. Pourquoi ? Parce que normalement, le réflexe inhibe laisse place à un réflexe de vie qui prend le relais. Et donc ce passage ne s'est pas fait. Alors soit le réflexe n'a pas pu s'inhiber pour un certain nombre de contraintes, et donc il reste actif parce qu'il y a de l'insécurité dans mon corps, un manque de choses dans mon corps, et aussi peut-être que ces réflexes archaïques, ils ont pu jouer leur rôle, mais que le réflexe de vie n'a pas pris le relais. Donc s'il n'y a pas eu ce passage de relais, le réflexe archaïque, il ne va pas pleinement s'inhiber, puisqu'il dit, moi j'attends que quelqu'un vienne prendre mon relais. Alors il tend la main avec son bâton, il est là, il dit alors, et puis personne vient lui cueillir le bâton. Alors il finit par s'épuiser, et ça finit par créer des difficultés, et puis je suis plus lent, et puis je suis plus fatigué. Il n'y a pas eu le passage de relais. Donc le réflexe, il continue à être là, parce qu'il dit, moi j'attends, tant que j'ai pas joué mon rôle, tant que j'ai pas fini ma mission, plus exactement, je suis toujours là. Et puis, galère, personne prend le relais. Donc évidemment, la vie est plus difficile, parce que le gars qui est censé prendre le relais, il est beaucoup plus costaud que moi. Moi, j'ai la musculature d'un bébé, et lui, il a la musculature d'un adulte. Donc ça va être plus difficile.
Donc vous voyez, la posture, c'est d'une part, est-ce que j'ai bien inhibé tous ces mouvements stéréotypés que sont les schèmes moteurs primordiaux, primitifs, et est-ce que j'ai laissé place à des réactions posturales? Alors évidemment, peut-être que tout s'est bien mis en place petit, et puis que plus tard dans la vie, je rencontre des stress. Des stress parce que je suis assis toute la journée, une dizaine d'heures par jour, parce que j'ai des chocs, des maladies, et y compris des choses au niveau émotionnel qui font que je me replie sur moi-même, et que j'en ai plein le dos, et que gna gna gna, et que gna gna gna. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les réflexes archaïques disent « t'es pas en sécurité », on se réactive. Donc on rebascule sur quelque chose de plus archaïque, ce qui est une bonne chose à la base, parce qu'eux, ils peuvent continuer à fonctionner coûte que coûte. Coûte que coûte. Mais ce ne sera pas optimal. C'était chouette quand on avait 3-4 mois, ce n'est plus optimal quand on a 4 ans, 40 ans ou 80 ans. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est comment faire pour que tout ça fonctionne correctement? Eh bien, c'est simple. C'est simple. La personne vient nous voir, on veut s'assurer d'une part que par rapport à son objectif, et nous, on se replace dans les travaux de Cathy Bowman. Cathy Bowman, elle ne va pas parler de posture. Si quelqu'un me dit « je veux une belle posture », ce n'est pas un objectif. On ne va rien pouvoir faire ensemble. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est un bel alignement corporel qui me permet de faire les actions que je veux faire au quotidien. Entre guillemets, en quelque sorte, la question qu'on va poser, c'est qu'est-ce que tu veux dire que tu veux une belle posture? En général, on dit on veut une belle posture parce qu'on a un regard extérieur sur soi qui nous dit ta posture est pas belle, ou on a un ressenti qui me fait me sentir pas bien dans mon corps et que j'ai envie de me sentir bien dans mon corps. Et souvent, ça va se traduire par j'ai pas une belle posture, je me tiens pas bien. Vous n'avez pas idée le nombre de gens qui vont voir des kinés, des podologues, des posturologues, ou qui viennent nous voir nous et qui disent j'ai une pas belle posture, je me tiens voûté, j'ai la tête en avant, etc. Et quand vous regardez, alors nous, on n'est pas des spécialistes de la posture, donc je ne vais pas dire mais non, mais il y a des kinés dont c'est le métier, des posturologues, podologues dont c'est le métier, qui disent mais la posture est absolument parfaite de notre point de vue, la tête est bien alignée, les épaules sont bien comme il fait tout bien, mais son ressenti intérieur est tout autre. Donc évidemment, je ne vais pas renvoyer la personne chez elle en disant non, vous avez tort, votre posture elle va très bien. Peut-être que c'est vrai extérieurement, mais il y a une inadéquation entre ce que je ressens et ce que je présente. Donc ça va être super important pour nous de travailler avec la personne pour remettre de l'homogénéité, de l'adéquation entre son ressenti et ce qui se passe dans son corps. Pour faire un parallèle qui est connu de tous, c'est la personne qui se trouve toujours trop grosse, et puis pourtant elle est vraiment mince, voire maigre, mais elle se trouve quand même trop grosse. Donc là on sait que c'est un trouble psychologique, voire psychiatrique, évidemment, et qu'il y a vraiment un grave problème dans ma représentation, dans mon image, dans mon ressenti de mon corps, etc. Donc là, c'est évidemment quelque chose qui dépasse complètement notre champ d'action en IMP. Mais c'est pour vous dire, c'est à peu près quelque chose de similaire par rapport à la posture. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? On va dire, dans quel domaine de ta vie tu veux que ta posture soit plus efficace? Est-ce que c'est par exemple, justement, quand tu es au boulot, à l'école, et que tu dois lire, écrire, te concentrer? Est-ce que c'est dans un geste sportif? Est-ce que c'est quand vous marchez? Est-ce que c'est dans quel domaine vous voulez vous sentir finalement bien dans votre posture, bien aligné dans votre corps? Parce que le but de la posture, c'est que notre corps puisse faire ce qu'on a envie de faire avec, qu'il puisse sauter, courir, grimper, nager, faire l'amour, jouer de la musique, etc., etc. C'est ça qu'on veut, être à l'aise, suffisamment à l'aise avec notre corps pour faire les choses qui nous épanouissent dans la vie quotidienne. Et donc, basé sur cet objectif, on va observer par rapport à cet objectif, pas à vide, pas un bilan à vide comme ça qui n'aurait aucun sens, de soi-disant on va faire un bilan des réflexes, ça n'existe pas ça en IMP. Par rapport à cet objectif, est-ce que tous mes schèmes de réflexes archaïques ont bien joué leur rôle, maturé, puis se sont inhibés pour laisser place et donc s'intégrer dans des réflexes de vie, pour laisser place, pour pas avoir, est-ce qu'ils ont bien passé le relais à des réflexes de vie qui, eux, doivent être bien présents. Réflexes de vie,
et réflexes qui sont responsables du tonus musculaire des pieds à la tête, de la tête aux pieds, en passant par tous les muscles du corps que vous puissiez imaginer. Puisque le bébé, à la naissance, sa motricité est 100% réflexe. Et puis je vais progressivement prendre contrôle sur cette motricité pour créer du geste volontaire orienté vers un but. C'est toujours ça qui compte. Au service de quoi je mets mon corps? À la base, c'est d'être un cueilleur, chasseur, pêcheur, glaneur. Voilà, à la base, notre corps, c'est pour nous nourrir et nous reproduire. Cherchez pas plus loin. Notre corps est fait, en vrai, pour une seule chose, se reproduire et passer la vie. C'est le cas de toutes les formes de vie sur cette planète. Malheureusement, des virus aussi. Alors même si les virus ne sont pas considérés comme une forme de vie, je retire ce que j'ai dit, parce que pour que le virus existe, il doit se greffer sur une forme de vie. C'est pour ça qu'ils nous emmerdent, ces virus. Mais n'importe quelle bactérie, n'importe quelle plante, n'importe quel organisme vivant cherche à se reproduire. Depuis la première cellule universelle Lucas, jusqu'à aujourd'hui, toute la vie veut se reproduire et fait tout pour se reproduire. Et si le milieu est adéquat, il se reproduit. Si le milieu n'est pas adéquat, il meurt ou il se transforme. C'est l'évolution. C'est ce que nous, on a comme objectif dans notre vie. On veut évoluer, on veut avancer. Est-ce que j'ai les ressources qu'il faut, qui sont à ma disposition pour avancer dans l'environnement qui est le nôtre? Environnement qui, si on regarde notre société d'aujourd'hui, etc., a plein d'avantages, mais aussi plein d'inconvénients, plein de contraintes. Donc, de quoi j'ai besoin? De quelles compétences j'ai besoin pour faire face aux contraintes de mon environnement et pouvoir m'y déplacer comme je le souhaite. C'est-à-dire agir dans cet environnement. Aujourd'hui, ça va plus être, sauf rares exceptions, la cueillette, la chasse, la pêche, le glanage, etc. Mais on peut quand même le faire. Mais ça va être d'aller à l'école, de travailler, d'apprendre un métier, de faire quelque chose qui me permet de gagner de l'argent pour pouvoir me nourrir, pour en définitive me reproduire, élever mes enfants et passer le flambeau de la vie. Et comme on peut s'amuser sur le chemin, on peut apprendre à jouer de la musique, à faire du sport, à faire des tas de choses, à lire, bref, faire des activités artistiques, etc., etc., etc. Donc voilà, alors c'est la bonne et la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas décider d'avoir une bonne posture. On ne peut pas décider, pas plus qu'on peut décider d'être fort comme ça et de juste visualiser que je fais de la muscu. C'est déjà bien, mais ça ne suffira pas. Ou que visualiser que je cours pour être rapide et tout. La visualisation est hyper importante, évidemment, mais à condition que derrière, il y ait aussi l'activité. Vous voyez, pour juste donner un exemple concret sur ma posture, moi, là, au début, quand je me suis remis à nager il y a un mois, il y a des tas de trucs que je n'arrivais pas à faire, à palmer correctement, à faire telle et telle chose. Alors au début, là, il y avait au club d'apnée, le prof il me dit « Tends tes jambes, et puis là, quand tu fais ton démarrage en... comment ça s'appelle, en grenouille, ton départ en grenouille, hein, t'as pas les jambes tendues. Comme ça, j'ai pas les jambes tendues. Tends tes jambes. Je tends mes jambes, je suis en train d'étendre. Mais non, tu tends pas tes jambes, elles sont fléchies. Dans ma tête, je tends mes jambes. Il me prétend que non. Donc, j'ai fait des exercices éducatifs, ceci, cela. Puis aujourd'hui, j'y pense plus du tout. Mais mes jambes sont comme il veut qu'ils soient. Mais dans ma sensation, pour moi, si je fais toujours pareil. Sauf que les gens me disent, non, maintenant, tu le fais bien. Est-ce que j'y pense? Non, le fait d'y penser n'a changé à rien. J'ai dû faire des éducatifs qui ont réactivé les muscles qui n'est plus actifs depuis bien trop longtemps, et c'est un tort. Et voilà, pareil pour le crawl, il y a des tas de choses qui ne se faisaient pas correctement, parce que la posture n'était pas gainée, parce que les fessiers ne jouaient pas leur rôle comme ils doivent le jouer. C'est normal, je n'ai plus nager depuis que j'étais ado. Donc, j'ai nagé 2-3 fois comme ça, mais de manière régulière depuis que j'étais ado. Donc ça peut pas fonctionner. Là, déjà, au bout d'un mois, je commence à sentir des changements. Ma propulsion, ma rapidité, mon souffle et tout. J'ai envie de continuer. Alors évidemment, un bout de bonne nouvelle, c'est que vous savez qu'au début, quand on se met dans une nouvelle activité, on progresse très vite. Et puis après, on atteint un plateau et c'est là que c'est dur. C'est là que c'est dur parce qu'on voudrait que ça continue de manière linéaire à progresser, mais ça ne marche pas comme ça. Et c'est pourquoi ça va être important d'avoir un coach qui me fixe toujours des nouveaux objectifs, une nouvelle direction, etc. Que si j'étais tout seul, je continuerais à faire le même programme et on finit par stagner. Et en général, on abandonne parce qu'on est découragé de voir qu'on stagne alors qu'on progressait super au début. Pareil en muscu, les gars, ils font un programme de muscu, ils progressent, et au bout de 2 mois, ils changent de programme, ou 3 mois, parce que s'ils font le même programme, ils ne progressent plus. Donc il faut changer pour que le corps s'adapte en permanence. Et c'est exactement ce qu'on va faire en IMP. À chaque séance, on a un nouvel objectif. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Dans quelle direction on va? Donc je disais, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas décider mentalement, intellectuellement,
quoi qu'il en soit au niveau de notre posture ou de ceci ou de cela. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en IMP en particulier, et c'est pas pour rien qu'on forme des centaines et des centaines de kinés, de posturologues, de podologues, d'ostéopathes, de thérapeutes manuels, etc., pour parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, et qui remplissent énormément nos stages, au même titre que les orthophonistes, les psychomotes, les ergothérapeutes, les thérapeutes, les psys, etc., et les médecins. Donc, c'est pas pour rien, parce qu'on va pouvoir regarder ce qui se passe au niveau des réflexes archaïques et des réflexes de vie, et de voir s'il y a tout ça en place. Et ça va être parfois suffisant, et parfois juste un complément à ce que fait justement le kiné, l'ostéo, le podologue, etc. Donc le podologue, il va pouvoir, par exemple, travailler sur ses schèmes moteurs liés aux réflexes, et stabiliser avec ses semelles, par exemple. Le kiné, il va pouvoir identifier un certain nombre de choses qu'il faut faire au niveau rééducation, et le combiner avec la compréhension nouvellement acquise autour des schèmes moteurs primordiaux. Donc vous voyez, ça c'est la bonne nouvelle. On va pouvoir agir sur tout ça, mais ça ne pourra pas se faire sans l'entraînement. Ça ne pourra pas se faire sans moi aller à la piscine plusieurs fois par semaine. Je ne peux pas améliorer ma natation si je nage pas. Je ne peux pas améliorer ma course à pied si je ne cours pas. Et je ne peux pas améliorer ma respiration si je ne respire pas. Il y a des exercices qui existent pour ça. Eh bien, c'est la même chose en IMP. Je vais pouvoir jouer sur ces schèmes-là. Pourquoi ? Parce que le bébé, c'est comme ça qu'il s'est développé. C'est comme ça que nous sommes développés, à travers le mouvement. Par les mouvements de hochement de tête, de retournement, de bercement, de balancement, par les mouvements croisés qu'on a fait, par tous les jeux, la coordination et les jeux qu'on a fait encore et encore et encore. C'est par ces interactions avec la nature, avec le monde social, avec notre environnement, avec d'autres gens, que l'on crée, que l'on structure, que l'on met en place toute cette base. Et ensuite, une fois que j'ai toute cette base, toutes ces fondations, eh bien, je vais pouvoir les utiliser en fonction de ce que j'ai envie de faire. Là, en ce moment, j'ai envie d'améliorer mon apnée, ma natation, bah, c'est mon choix. Donc, je mets en place tout ce que je sais et tout ce que mon coach me dit de faire, en complément de ce que moi je connais, pour aller dans cette direction. Si un enfant vient me voir pour améliorer sa lecture, bah, je vais regarder tout ce qui est au niveau de, entre guillemets, sa posture pour lui permettre de mieux lire, c'est-à-dire comment il est assis sur sa chaise, comment ses pieds, ses mains fonctionnent par rapport à ça, comment est sa latéralisation, comment les yeux bougent, est-ce que son Moro lui joue des tours, ou son RTL, ou son réflexe d'agrippement pour la main et l'écriture, et est-ce que les réflexes de vie qui doivent être là pour aider à être bien assis, bien aligné sur sa chaise et pouvoir ouvrir grand ses yeux et ses oreilles, que sont les réflexes d'équilibre, de gravité, de stabilité sont là. Est-ce qu'il a du réflexe de protection qui est trop actif et qui fait qu'il a du mal à se concentrer, etc., etc. C'est ça qu'on va faire en IMP. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir observer ce qui se passe, les gens vont pouvoir le ressentir, ils vont pouvoir mettre en place un petit programme de quelques minutes par jour pour réactiver, alors pas pour réactiver, pour transformer justement ces différents schèmes et pouvoir les réinvestir dans l'activité qu'ils souhaitent faire. Donc voilà, j'espère que le sujet vous a intéressé. Je pense qu'en fait, on est tous intéressés par cette histoire, non pas de posture, mais d'alignement postural, corporel, parce que c'est notre corps qui, aligné, nous permet de faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est ça qui est chouette. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.